Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Terence Simon et je suis le co-organisateur et présentateur de la vidéo que vous allez visionner. Celle-ci a été tournée dans le cadre du concours d'éloquence André Malraux qui s'est déroulé durant plusieurs mois et dont la finale a eu lieu le 9 avril 2024. Pour votre confort, nous avons tourné cette petite introduction pour vous expliquer brièvement les règles et les subtilités du concours. Tout d'abord, il faut savoir que nos 5 finalistes sont ceux qui sont venus à bout de 2 épreuves de présélection. Ils sont donc les meilleurs orateurs du campus Omnes Éducation de Bordeaux. Lors de cette finale, ils vont devoir concourir sur 3 épreuves distinctes. Tout d'abord, une éloge paradoxale, où ils vont devoir faire la promotion de quelque chose d'a priori négatif durant 3 minutes. Par la suite, ils devront faire une épreuve plus classique, une épreuve assez longue de 7 minutes, où ils vont concourir sur le thème des proverbes africains. Ils ont eu le choix parmi une vingtaine de proverbes et ils vont pouvoir exprimer leur point de vue dessus. Enfin, il faut savoir qu'il y a une petite subtilité vis-à-vis de cette épreuve, puisque un jury et une personne tirée au sort dans le public choisiront des mots, 2 mots qui seront donc contraints à être mis au sein du discours pour l'argumentation. Ils vous seront affichés par petits bandeaux juste avant la présentation. Enfin, pour la 3e épreuve, ils vont devoir concourir sur une épreuve de semi-improvisation. Ils auront seulement 10 minutes pour préparer un procès, le procès de nos 3 partenaires. Car oui, cette soirée a été permise, en tout cas a été soutenue par 3 partenaires. Parmi eux, nous pouvons retrouver la librairie des Chartrons, librairie qui se trouve dans le quartier des Chartrons et qui propose une gamme de livres assez conséquente. Nous pouvons également compter parmi eux la Cicilia in Bocca, un restaurant de spécialité italienne qui se trouve au niveau des boulevards. Et enfin, la Cité du Vin, qui nous a également fait confiance, qui est la plus grande institution de vin de Bordeaux. Ainsi, il faut savoir que à chacune de ces épreuves, le jury accorde un nombre de points aux candidats entre 1 et 100. Ces 100 points s'accumulent au fur et à mesure des épreuves et à la fin des 3 épreuves, les candidats ont une note de 300 qui correspond à leur note finale. Ainsi, pour accomplir cette tâche qui est ardue, nous avons eu la chance d'accueillir Monsieur Aymeric Bonin, essayiste, professeur de philosophie et de sciences politiques, Monsieur Patrick Favier, journaliste à Sud-Ouest depuis 1990 et grand reporter au service des sports, Monsieur Julien Delbès, comédien, réalisateur et directeur exécutif du Cours Florent de Bordeaux, Madame Hélène Lagardère, journaliste et responsable du master stratégie d'influence au sein d'Omnes Éducation, enfin celui avec qui j'ai eu la chance de monter toute cette aventure, Paco Barsac-Jeanne, coprésident du concours. Alors, si André Malraux avait raison et que le propre des questions insolubles, c'était d'user la parole, écoutons les éloges paradoxales. Bon visionnage. Aujourd'hui, nous sommes tous évalués de la même façon. Il y a ceux qui réussissent et les autres. Les autres, ce sont ceux qui échouent. Ce sont des gens qui n'ont pas d'intérêt, qui sont des losers et qui ne sont pas à la hauteur. Dès la naissance, nous devons exceller, être les meilleurs, les plus beaux, les plus intelligents. La peur de l'échec est aujourd'hui omniprésente. Pression, comparaison, discrimination, si l'on ne réussit pas comme nous le devrions. Mais vous vous trompez sur cette idée. L'échec est en réalité un aspect du succès. Les échecs, les épreuves, les difficultés nous permettent en réalité l'humilité, la ténacité, la maturité, la patience, la persévérance et l'endurance. Il y a ceux qui se focalisent sur un résultat et ceux qui se focalisent sur le processus qui mène à ce résultat. L'important n'est pas tant d'atteindre le sommet, mais plutôt qui on devient sur le chemin. Quand quelqu'un tombe, ne se relève-t-il pas? Quand quelqu'un se trompe de chemin, ne revient-il pas sur ses pas? Si vous ne vous trompez jamais, si vous faites les choses à la perfection, alors ce que vous faites n'est pas assez difficile pour vous. L'échec nous permet de nous heurter à une réalité que l'on ne connaissait pas, qui cogne, qui frappe. Mais c'est précisément cette claque qui nous permet d'aller chercher des solutions, des ressources dont on n'avait pas idée, qui existaient déjà mais qui attendaient d'être confrontées à une difficulté pour pouvoir se révéler. L'échec est quelque chose que l'on cherche à éviter.
alors que c'est précisément en état que l'on devrait les chercher. Car l'échec dessine le chemin qui va nous permettre d'aller vers le succès. L'échec, c'est un peu comme un compagnon de vie, souvent redouté, mais par lequel nous devons passer. Dans la danse complexe de l'existence, l'échec est la note discordante qui donne toute sa saveur à la symphonie de nos vies. Il est à la fois l'ombre qui obscurit nos aspirations et la lumière qui éclaire le chemin vers la réussite. L'échec est le maître insidieux qui nous enseigne les leçons les plus précieuses de l'humilité et de la résilience. Il nous rappelle que la perfection est une illusion et que chaque faux pas est une occasion d'évolution. Il est le compagnon indésirable, mais nécessaire à l'innovation, car c'est dans les cendres de nos échecs que naissent les plus grandes réussites. Chaque erreur est une brique supplémentaire dans l'édifice de notre expérience, une étape cruciale sur le chemin de la découverte et de l'accomplissement. Car qui n'a jamais connu l'échec ne peut prétendre connaître véritablement le succès. Derrière ces couleurs ternes et ces lignes brisées se cache une leçon inestimable que seuls ceux qui osent le regarder peuvent apprécier. L'échec est le sculpteur subtil qui façonne les contours de notre caractère, modelant nos faiblesses en force et nos défaites en victoire. Il est le miroir déformant qui nous renvoie l'image de nos aspirations brisées, mais aussi le catalyseur de notre créativité, nous poussant à trouver des solutions là où nous voyons que des impasses. Car c'est dans les moments les plus sombres de notre parcours que se révèle la lumière de notre ingéniosité. Alors, contemplez l'échec avec un regard neuf, appréciez la complexité et la richesse paradoxale, car c'est dans la confrontation à l'adversité que se forgent les esprits les plus forts, les âmes les plus résilientes et les carrières les plus inspirantes. Merci. Le samedi 24 février, j'ai eu peur. Imaginez la scène. Je rentre d'un dîner avec un ami aux alentours de 23h. Et sur la route, je fais la rencontre de 3 rôdeurs. Mais cette rencontre s'est faite à 80 km/h. J'ai percuté 3 sangliers. Un choc effrayant, une situation a donné des sueurs froides. Pourtant, curieusement, ces sangliers en sont sortis indemnes, insensibles à la frayeur que j'éprouvais. Contrairement à ma 3 cylindrée, abîmée, marquée, griffée par l'accident. Cependant, cette mésaventure m'aura prévenu quant au risque inattendu. En somme, la peur n'est pas seulement source de mauvaises choses. Parmi vous, dans cette salle, il y a sûrement des parents qui tremblent à l'idée que leurs enfants rencontrent des dangers dans le monde. Mais cette même peur les pousse à ériger des barrières de sécurité, à veiller attentivement, mais surtout à offrir amour et protection. Admettons que les pastilles pour le lave-vaisselle traînent dans la cuisine. Je les mets hors de portée, et ce afin d'éviter le pire, pour rester concentré. Après tout, la peur nous permet d'être vigilants, d'éviter certaines situations désastreuses. Finalement, n'est-ce pas le noyau même de tout ce à quoi l'on tient? Le bonheur n'est-il pas lié à la peur? La peur nous raccroche sans cesse à la réalité. Si demain, j'ai peur que mon chien meure, c'est tout simplement parce que je tiens à mon chien. Nos peurs nous guident, mais nous aveuglent parfois. Par exemple, beaucoup ont peur des requins, alors qu'ils tuent bien moins que les noix de coco. Alors méfions-nous des noix de coco. Nous, participants à la grande finale du concours d'éloquence, avons sûrement peur. Certainement pas à la même hauteur, mais on a peur. Mais lorsqu'on dépasse cette peur, la satisfaction n'est-elle pas supérieure à nos appréhensions? J'aime la peur, j'adore la peur. C'est elle qui me provoque toute cette sueur et cette frayeur. Mais c'est l'une des seules qui me permet de me raccrocher à la vie, de savoir qu'il faut profiter de chaque instant. Même si parfois il lui arrive d'en envahir certaines, elle sauve des vies. La peur n'est pas seulement une émotion, et je vous le dis avec conviction, c'est une super-héroïne. La peur endosse le rôle parfait, celui d'entremetteuse. Si l'un de mes adversaires était en train de pleurer, ayant peur de se présenter, nous autres aurions sûrement eu de la peine pour cette personne. Nous nous serions rapprochés, et ce, afin de la rassurer. Ainsi, permettez-moi de vous recommander une dose journalière de peur, et ce, pour une vie plus heureuse et bien plus courageuse. Merci.
Ah, et puis, à quoi bon? Je me tiens devant vous, en eau trouble, je l'avoue. Naviguant chaque page, entre le noir et le blanc, je n'ai su trouver ma perfection. Dans le jardin des mots, j'ai erré, pour cette quête insensée. Cherchant des réponses, dans les vers des poètes, les lignes des écrivains, scrutant chacune d'elles, ces strophes même, c'est dans elles que j'ai plongé, dans le vice, dans la folie et dans ses abysses. Ah, la folie, cette compagne insaisissable de mon voyage dans l'existence. Elle est un fardeau ou peut-être une source de bénédiction. Dans l'infinité de mes pensées, souvent je me questionne sur la nature sincère de ce moi dérangé. Voyez-moi, errant dans le labyrinthe de ma propre folie, m'enivrant des échos hystériques qui résonnent dans les couloirs sombres de ma conscience. Mes pensées dansent dans un océan d'émotions tourmentées, où les vagues de l'irrationnel viennent s'échouer contre les rivages de la réalité. Pourtant, au cœur de ce tumulte, se manifeste alors cette étrange clarté. Oui, c'est dans les ténèbres de l'esprit que je découvre la lumière de la créativité débridée, l'étincelle de la passion ardente. Oui, c'est dans ma folie que je trouve la liberté de transcender les limites imposées de la raison, de briser les barrières de la normalité. Au milieu de ce tourbillon, je trouve des joyaux cachés, des trésors enfouis sous les ruines de ma démence. Ah, cette folie, elle est à la fois ma muse et mon défi, m'incitant à explorer les recoins les plus sombres de mon esprit, à embraser l'obscurité, pour mieux en extraire la lumière. Elle est la flamme qui consume mes peurs, me permettant de voir le monde avec des yeux neufs, de trouver la beauté dans le chaos et la magie dans la folie. Ainsi, je choisis de danser sur le fil tendu entre la raison et la démence, de m'enivrer des vertiges de l'irréel et de me nourrir des éclats de lucidité qui percent à travers le voile de l'absurde. Car c'est dans la folie que je trouve la véritable essence de mon être. Libre de toute entrave, embrassant pleinement la richesse infinie de mon esprit égaré. L'insensé devient alors visionnaire, plongeant dans les abysses insondables de l'imagination pour nous dévoiler des vérités cachées de l'univers. Le fou devient sage, naviguant avec audace dans les eaux tumultueuses de l'existence, pour nous révéler les mystères enfouis sous la surface tranquille de notre quotidien. Oh, comme je la chéris, ma folie! C'est en elle que je décèle ma véritable grandeur. Oui, c'est dans mes excès, mes contradictions et mes délires que je me retrouve, que je comprends enfin qui je suis, que mon être se dévoile alors. Je suis l'architecte des rêves insensés, la poète des mots délirants, la peintre des visions impossibles. Je suis volatile et fougueuse. Alors célébrons-la, ensemble, et poussons des cris de joie pour cette folie, cette muse indomptable qui danse au rythme de nos existences. Plongeons ensemble dans les abîmes de l'absurdité, de l'incongru, de l'inexplicable. Car c'est là, dans les profondeurs de la démence, que réside la véritable essence de la vie, dans toute sa beauté imparfaite et sa splendeur insensée. Dans le désordre de ma pensée, je la trouve enfin, le chemin tout tracé de ma destinée. Dans ma folie, la clarté, dans l'imperfection, ma perfection, alors embrassons-la, la folie. Mesdames, Messieurs, chers jurys, je lève mon verre à la vie, mais celui-ci sera mon dernier. Je vais profiter de ce dernier instant en votre compagnie, à vous tous, chers proches, chers inconnus, car oui, après ce discours qui, je l'espère, sera grandiloquent, ce sera fini pour moi. Alors, profitons de ces dernières minutes, buvons un coup, rions, pleurons, festoyons, jusqu'à la fin. Jusqu'à
ma fin. Car, oui, messieurs, dames, si je vous laisse là, je ne veux pas pour autant que vous me suiviez dans ma tombe. Il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. C'est assez paradoxal, mais au moment où je vous quitterai, quelqu'un d'autre prendra ma place, ici même, et à nouveau, vous pourrez rire, pleurer et festoyer. Je vous demande donc de manière très égoïste, j'en ai conscience, de me laisser partir en grande pompe funèbre. Me laisser partir en grande pompe. Funèbre destin qui est le mien, mais que j'ai choisi. Alors oui, je vous vois perplexe de cette demande et de ce toast que je porte. Mais comprenez-moi, messieurs, dames, y a-t-il une plus belle façon de mourir qu'en le choisissant? Oui, car comme le moment est décidé, je vais pouvoir déguster chacune des secondes qui s'offrent à moi. Je peux vivre de la manière dont j'ai envie. Si ce n'est pas le plus beau des cadeaux que la vie puisse m'offrir. Et puis vous avouerez que dans les temps qui courent, c'est un luxe de pouvoir choisir quand et comment on va mourir. Nous devons sans cesse avancer à travers une forêt noire composée de guerres, de maladies ou de terrorisme. En vérité, on peut encore se demander si la volonté de se suicider n'est due qu'à nous. Est-ce que je veux que cette soirée soit la dernière par choix ou par contrainte? Car tous les maux de la société ont peut-être amené à faire ce choix au final. Et on le sait tous, mais à partir des racines du mal se trouve la branche du pendu. Et une des raisons pour lesquelles je vais succomber sont les trous dans mon cœur que je n'ai pas su combler. J'entends déjà mes détracteurs crier à la lâcheté. Ils vont me dire que je n'ai pas le courage d'affronter mes problèmes, que la seule solution que je n'ai trouvée pour ne pas me battre, c'est justement de m'abattre. Je sais que tout le monde va venir lancer de grands esclandres en me parlant de principes moraux, de religion ou de je ne sais quel autre code social. Mais si Dieu dit que le suicide est un péché et que ce sera le seul à choisir le moment de ma mort, il faut qu'il comprenne que je suis épuisé et que je veux partir sans lui faire de tort. Pour finir, messieurs, mesdames, laissez-moi vous dire que je ne pars pas triste. Non, je suis heureux. Peut-être comme je l'ai rarement été d'ailleurs. Que si je décide de quitter ce monde, c'est qu'il ne me va plus. Aujourd'hui, seule la mort ne s'achète pas. Maintenant, tout s'achète. L'amour pour 50 balles et la mort pour une seule. Au final, c'est cet alignement désastre qui me fera rejoindre les étoiles. Merci. Mesdames et messieurs, membres éminents du jury, compagnons d'éloquence, même si je passe la dernière, je vais vous épargner tout le laïus sur la meilleure pour la fin. Ce qui est faux, je vous le réserve pour le discours. Je me tiens devant vous aujourd'hui avec une tâche aussi audacieuse que stimulante, l'exercice de l'éloge paradoxal. Pourquoi? Car il me plaît. Il permet de mettre en exergue des traits de personnalité, des comportements, des façons d'être qui parfois déplaisent. Ils gênent. Mais aujourd'hui, nous les mettons au devant de la scène. Ainsi, nous allons célébrer ces maîtres de l'illusion, les virtuoses de la rhétorique, dérobés, j'ai nommé les menteurs. Imaginez un instant un monde sans ces magiciens de la parole, ces enchanteurs des esprits, ces alchimistes des faits. Un monde où la réalité serait dépourvue de ses reflets dorés, de ses facettes éclatantes. Un monde gris et terne. Privé de la magie qui émane des histoires tissées avec art par les maîtres de l'artifice. Les menteurs, ces architectes de l'impossible, transformant la banalité en épopée, l'ordinaire en extraordinaire, peignent des tableaux de mots, des fresques d'émotions qui captivent nos âmes, éveillent nos rêves les plus fous. Ils sont les sculpteurs d'une réalité alternative, les artisans du monde parallèle où les frontières entre le vrai et le faux s'estompent dans une danse envoûtante. Dans les coulisses de la société, les menteurs se révèlent être des acteurs clés. Des jongleurs de la vérité, les funambules sur le fil des convenances, ils jonglent
avec les mots pour parfois apaiser les tensions. Ils jouent également avec les faits pour tordre le cours de l'histoire. Ils jonglent enfin avec les mensonges pour sculpter des destins. Mais au-delà de leur talent de manipulateur, les menteurs se révèlent être des acteurs clés. Les menteurs incarnent aussi l'audace, la créativité. Ils sont les rebelles de la norme, les iconoclastes de la vérité établie. Ils nous défient de remettre en question nos certitudes, repousser nos limites, notre imagination plongée dans les abysses de l'absurde. Mesdames et messieurs, je vous invite à saluer aujourd'hui les menteurs, non pas comme les parieurs de la morale, mais comme les artistes de la réalité alternative, des visionnaires de l'impensable. Dans un monde souvent sclérosé par la routine et la conformité, ils sont les phares qui illuminent notre obscurité, les éclats de rire dans la nuit, les éclairs de génie dans le brouillard de l'ordinaire. En conclusion, je vous exhorte tous à ouvrir votre esprit sur la richesse infinie de l'art du mensonge. Car chaque tromperie se cache une vérité à découvrir, une leçon à apprendre, une histoire à raconter. Et dans cet éternel jeu entre le vrai et le faux, les menteurs continueront de tisser les fils de notre imagination, à colorer les nuances de notre réalité, à écrire les pages de notre histoire. Je vous remercie. Si je vous parle de mensonge, vous avez très certainement une image péjorative qui vous vient en tête. Et vous n'avez pas complètement tort. Seulement, sachez que tout le monde ment. Sachez aussi que le mensonge n'a parfois pas que de mauvaises vertus. Sachez même que le mensonge peut parfois aider et nous faire évoluer, nous apprendre à connaître nos limites, à nous connaître et à nous définir. Permettez-moi de vous transporter dans un univers où le Judas de Porte se transforme en héros, un gardien silencieux de nos foyers, un protecteur des secrets qui se cache derrière nos portes. Cette petite ouverture discrète pourrait bien être le protagoniste méconnu de notre quotidienne. Imaginez-le comme un super-héros moderne, un vigilant gardien qui se tient entre notre intimité et le monde extérieur. Le Judas, tel un justicier masqué, permet à chacun de nous de scruter l'inconnu sans compromettre notre sécurité. Il offre une fenêtre vers l'extérieur, un avant-goût visuel du monde au-delà du seuil de notre demeure, tout en nous offrant le pouvoir de décider qui mérite d'entrer dans notre sphère privée. Dans un monde où l'humain n'est pas doté de capacités extraordinaires du passe-muraille ou du Sharingan, le Judas de Porte se présente comme une adaptation ingénieuse à notre nature. Contrairement aux héros de l'imaginaire, qui franchissent les barrières physiques sans effort, nous, simples mortels, devons compter sur des solutions astucieuses pour explorer l'inconnu sans compromettre notre sécurité. Le Judas devient ainsi notre allié, notre outil sur mesure, forgé par la nécessité de concilier notre curiosité naturelle avec notre besoin de préserver notre intimité. Il voit tout mais ne trahit personne. Il n'utilise pas de mégaphone. Un soir, un individu se glissa furtivement vers une maison, laissant présager des intentions louches. Toutefois, à la surprise du Judas, la personne sortit une clé, et au lieu de commettre un méfait, elle entra pour dévoiler une liaison amoureuse secrète. Derrière la porte, deux personnes partageaient des instants de passions interdites. Le Judas, gardien impartial des faits nocturnes, conserva le secret de cette romance clandestine, laissant la nuit être le témoin silencieux de cette histoire d'amour à l'abri des regards. Mon cher, si vous comptez sur moi pour révéler qu'il s'agit d'un adultère, vous vous trompez lourdement. Motus et bouche cousue, telle est ma devise. À bien des égards, le Judas de Porte agit comme un filtre, un portier invincible qui nous donne la capacité de choisir nos interactions. Dans le murmure des charnières, il chuchote aux curieux. Je suis le gardien de vos confidences, l'architecte de vos rencontres. À travers moi, découvrez un monde que vous choisissez d'inviter ou de repousser. C'est comme si chaque regard à travers ce petit œil magique était une audition, une sélection minutieuse de ceux qui peuvent franchir la frontière de notre intimité. Une décision éclairée qui distingue le Judas de Porte comme le gardien ultime de notre espace personnel. En faisant l'éloge du Judas de Porte,
nous saluons bien plus qu'une simple ouverture. Nous célébrons un confident discret de nos vies, un gardien de moments spéciaux et de petits secrets. Le Judas devient ainsi le fil qui tisse nos histoires, un gardien de moments spéciaux, reliant le tangible à l'invisible. Nous pourrions tout faire, tout dire, sans scrupule, et personne n'en saurait rien. Nous pourrions casser les barrières que nous nous mettions habituellement pour connaître l'impossible. Il tiendrait parole sans vergogne. Alors, après cette histoire, n'auriez-vous pas envie que vos mensonges et vos trahisons soient assurément bien gardés en secret? N'ayez pas honte, car nombreux sont ceux qui aimeraient que leurs secrets soient bien gardés. Et oui, car le mensonge n'est habituellement pas décrit comme une source d'évolution. Il est plutôt décrit comme une défaite. Mais renversons la situation et voyons les erreurs comme des sources d'évolution. Qui a dit que la défaite était nécessairement une malédiction? N'est-elle pas plutôt une précieuse leçon, une occasion unique de se relever et de grandir? N'est-elle pas celle qui nous permet de comprendre nos limites, de mieux cerner nos faiblesses? Moi, la défaite, amère et cruelle, celle qui baigne dans le narcissisme, celle qui brise les rêves et les espoirs. Mon visage est celui de la déception, mon regard est froid et perçant. Je suis le goût amer de l'échec, la douleur de la perte et de la frustration. Je suis la honte et le déshonneur, le fardeau que l'on porte sur ses épaules. Mais je suis aussi la leçon apprise, l'occasion de se relever et de grandir. Je suis la force, qui naît de la faiblesse, la lumière qui naît de l'obscurité. Je suis la défaite, et je ne suis pas la fin. Je suis une étape, un passage obligé, un moment sur le chemin de la réussite. Alors ne me craignez pas, affrontez-moi, apprenez de moi, grandissez grâce à moi, et un jour vous me vaincrez. Certes, certains diront que la défaite est une marque d'incompétence, mais n'est-ce pas dans l'échec que naît la persévérance? Alors, toi qui crains la défaite, sache qu'elle est un cadeau précieux. Ne la fuis pas, embrasse-la. Apprends à l'aimer, à la chérir, car elle est la clé qui te permettra de te dépasser. Le mensonge et la défaite sont intimement liés, mais comprenons que le mensonge peut nous ouvrir des portes impossibles pour parfois évoluer et même exceller. Rappelons-nous, Milli Vanilli, un célèbre groupe de musique des années 80 qui a gagné un Grammy Award, a été bordé de succès. Cependant, il a été révélé plus tard que les membres du groupe n'avaient absolument pas chanté sur leurs enregistrements, qu'ils avaient menti sur leur talent vocal. Au lieu de cela, les voix que le public entendait appartenaient à d'autres chanteurs de studio. Et oui, le mensonge est une défaite, car nous ne sommes pas honnêtes. Mais comprenez que les défaites sont parfois signes d'affirmation, de connaissance de notre composition et même de notre ascension. Mentir pour prétendre un travail, pour faire mine que nous sommes intéressés pour ne pas vexer, pour enjoliver des situations somme toute banales, pour montrer que tout va bien alors que tout va mal. Ainsi, le mensonge ne permet-il pas de voir des horizons que nous ne pourrions jamais voir si nous décidions de rester dans notre confortable acclimatation? Mais n'oubliez pas, le mensonge aide dans certains cas, mais il ne vous permettra pas d'être continuellement sur la bonne voie. Alors, tâchez de respecter les limites du mensonge, car à trop l'utiliser, il se retournera contre vous et vous laissera plus bas que tout. Soyez malins et n'oubliez pas que l'histoire du gentil Judas n'est qu'une histoire pour vous créer de l'émoi. Pensez-y, car le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits. Merci. Chers invités, chers membres du jury, mesdames, messieurs, bonsoir. Permettez-moi de vous faire réfléchir en mettant en évidence des différences pertinentes. Le poisson pleure aussi, mais on ne voit pas ses larmes. Le poisson pleure aussi, mais on ne voit pas ses larmes. À quoi cela vous fait penser? Moi, à la tristesse, mais sous deux aspects. Intérieur et extérieur, précisément caché et montré. Mais qui nous dit que le poisson pleure? Est-ce parce que son habitat est inondé de nos déchets? Ou bien est-ce tout simplement parce que le poisson vit sous l'eau que l'on ne voit pas ses larmes? Le poisson est différent, son milieu de vie, sa respiration, ses envies, ses plaisirs, ou encore ses désirs. Il existe des poissons faisant la taille d'un ongle, mais d'autres font celle d'un autobus. Mais le poisson a-t-il conscience de toutes ces choses? Selon Descartes, il en est dépourvu. Le poisson a-t-il conscience de la perte d'un être cher, de la vie et de la mort, ou encore de la peine? A-t-il conscience qu'il avale des mégots et des emballages plastiques?
Parvient-il à être pragmatique? Laissez-moi vous raconter quelque chose. Imaginez un pêcheur qui remonte à la surface un poisson. Quelle va être la réaction du poisson? Bien évidemment, il va se débattre. Serait-ce parce qu'il va être mangé, parce qu'il n'arrive plus à respirer, ou peut-être tout simplement qu'il veut danser? Vous, le savez-vous? Et ici, qui saurait me dire comment le poisson réagit si je mange son petit frère en tataki? Personne, puisque s'il pleure, vous ne le voyez pas, s'il est bouleversé, vous ne le saurez pas non plus. Je suis convaincu que si les poissons le pouvaient, ils pleureraient sur notre environnement pour préserver le leur, et je suis sûr qu'ils éprouveraient la nécessité de se révolter. Maître Gims, un artiste du XXIe siècle, nous dit « Quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. » Mais qui le sait? Et puis il est possible que d'un poisson à l'autre, les émotions, les appréhensions, ou encore les réactions changent. Mais attendez, cela ne vous rappelle rien? Nous sommes pareils. Parmi les humains, certains ne pleurent pas, du moins, on ne le sait pas. Lorsque vous avez des différends avec vos proches, vous pleurez? Est-ce que si vous tombez, vous pleurez? Si vous prenez un sanglier, vous pleurez? Ou si demain on vous annonce un pépin? Les poissons sont différents des autres poissons. Nous sommes différents des autres humains. Les poissons sont différents de nous autres humains. Par exemple, lorsque je vois les 5 membres du jury, je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'ils puissent pleurer. Enfin si, quand ils écoutent mes adversaires. Mais quand je vais à la boulangerie chercher mon pain, est-ce que j'imagine une seule seconde que la boulangère a déjà pleuré? C'est donc au bon vouloir de chacun de montrer ses émotions. Alors, acceptons les différences. Après tout, ne sont-elles pas source d'originalité ou encore d'authenticité? Mais pourquoi certains se privent de pleurer? N'est-ce pas normal? Vous me direz que c'est un peu cliché, mais tout le monde fait pipi, caca, mais pleurer aussi, n'est-ce pas? Personnellement, je trouve ça normal. Mais est-ce pour autant mon cas? Absolument pas. Serait-ce parce que je suis un bad boy, un glaçon, ou peut-être dur comme un roc? Non plus. Vous tous présents dans cette salle, je ne sais pas si parmi vous il y en a, mais moi, je ne sais pas pleurer. Vous trouverez ça sûrement stupide, ou peut-être même cupide, mais je crois que la dernière fois que ça m'est arrivé, je portais encore des couches. Ou c'était peut-être la fois où j'ai demandé à ma mère un chien, et qu'elle en a ramené un empaillé. Pleurer. Ne voyez-vous qu'une seule manière de pleurer? Parce que moi, j'en vois une autre. Et je vous assure que je sais pleurer de rire. Ne pensez-vous pas que rire soulage tout autant que pleurer? À savoir que pleurer ne veut pas seulement dire tristesse, comme rire ne veut pas seulement dire joie. Bon, revenons-en à nos poissons. Réfléchissons. Peut-être que le poisson ne pleure pas, mais qu'il rigole. Qui peut nous dire le contraire? Vous? Vous, Hélène Lagardère? Après tout, le poisson fait des bulles. Et quand on rigole sous l'eau, qu'est-ce que ça fait? Des bulles. Alors, remplaçons le poisson pleure aussi, mais on ne voit pas ses larmes en... Le poisson rigole aussi, mais l'on n'entend pas son rire. Imaginons un instant le poisson passant du rire à l'allégresse, ses bulles de tristesse se transformant en éclats de rire sous les eaux. Osons embrasser cette diversité et construire un avenir où la compréhension et la compassion sont les fondations de chaque interaction. Et pour terminer, je vous annonce que ce soir, je vais cuisiner du poisson pour le dîner. Pas d'inquiétude, je ferai en sorte qu'il ne verse ni de larmes, ni d'éclats de rire dans la poêle. Je suis toujours à la recherche pour où placer la perche. Mais merci pour votre attention et votre présence. Imaginez-vous à l'orée d'une vaste et mystérieuse forêt, où chaque sentier vous invite à une aventure inconnue. Derrière vous, un espace confortable
et familier. Bien souvent parcouru, vous le connaissez par cœur. Chaque recoin, chaque fleur, chaque ruisseau, chaque caillou, chaque pierre et même le sous-marin du coin. De ce sentier, vous vous êtes depuis toujours imprégné, évitant les failles où trop souvent vous êtes tombé. Devant vous, cette immense forêt. Vous le savez, elle vous permet de trouver des possibilités infinies. Et pourtant, vous restez là, bouche bée, devant le sentier que vous connaissez déjà. Eh bien, voyez-vous, le chemin dont vous êtes tant accoutumé est à présent dépourvu de nouveautés. Il ne vous promet plus rien. Et c'est ce que nous apprend cette phrase. Mieux vaut marcher sans savoir où aller que rester assis sans rien faire. Vous êtes invité à embrasser l'action face à l'immobilité. Non. Nous sommes invités à embrasser l'action face à l'immobilité, l'aventure face à la stagnation, à nous délester de ce masque, de cette toge des poètes de l'inaction. Imaginez l'aube d'un nouveau voyage sans carte ni boussole, où notre seul guide est notre volonté de progresser, de découvrir et d'explorer. Autour de nous, un paysage inconnu se déploie. Des forêts denses aux montagnes majestueuses, des rivières sauvages, des étendues désertiques, des océans immenses. Chaque pas en avant est un acte de foi, un engagement vers l'inconnu. Vous pourriez même devenir pizzaïolo, qui fait astronaute peut-être. Autour de nous, excusez-moi. Pourtant, marcher sans savoir où aller, c'est risquer de l'incertitude. Marcher sans savoir où aller, c'est aussi souvent avoir la peur comme compagnie de voyage. Et la peur, elle est habituellement perçue comme une émotion négative ou paralysante. Elle détient pourtant un pouvoir sans limite, un potentiel bénéfique qui, lorsqu'elle est comprise et canalisée, nous rend plus forts. Au cœur de notre survie, la peur est un mécanisme d'alerte préhistorique. Elle nous avertit des dangers et nous prépare face à ce qui arrive. Cette sensation qui nous pousse à la prudence lorsque nous nous aventurons dans l'inconnu nous incite en fait à évaluer chaque risque de manière à ce que tout aille au mieux. Plus profondément, la peur peut être un élément clé pour le changement personnel et le développement de soi. Elle nous confronte à nos limites, nous défions de les dépasser et de grandir au-delà même de notre zone de confort. Et pourtant, cette émotion, lorsqu'elle est reconnue, acceptée et affrontée, elle devient une source de courage, de résilience. Elle nous enseigne la valeur de la persévérance et de la force intérieure. En transformant la peur en tremplin, nous découvrons notre potentiel pour l'innovation, la créativité et finalement pour une vie plus enrichissante et épanouissante. Ainsi, loin d'être simplement une émotion à éviter, lorsqu'elle est embrassée pour la première fois, elle démontre notre mesure de courage, notre pas de foi. Oui, outrepasser nos peurs, c'est choisir l'aventure. Il vaut mieux marcher, trébucher, voire perdre un instant que rester immobile, prisonnier de l'inaction, prisonnier de la peur. Car c'est au bout de cette quête que réside un trésor inestimable, la découverte de soi. S'aventurer dans les terres inconnues, qu'ils soient physiques, intellectuels ou émotionnels, nous confronte à nos peurs, à nos désirs, à nos limites. C'est un processus d'exploration qui n'est pas seulement un voyage à travers le monde extérieur, mais un pèlerinage vers l'intérieur de notre être, un pèlerinage vers nous-mêmes. En nous mettant face à des situations inédites et souvent exigeantes, l'aventure nous oblige à puiser dans nos ressources internes, révélant des forces et des vulnérabilités que nous ne connaissions point.
Il n'y a qu'au pied du mur que l'on peut savoir si l'on est suffisamment fort ou pas. Quand l'adversité et l'inattendu se dressent sur notre chemin, elles testent nos aptitudes à nous adapter, nous poussant à acquérir de nouvelles compétences et à questionner nos valeurs et nos croyances profondes. Chaque barrière que nous franchissons, chaque mystère que nous étudions, enrichit notre savoir et aiguise notre discernement. En acceptant l'invitation de l'aventure, nous acceptons de devenir des étudiants. Même vous, messieurs les jurés, nous redevenons étudiants et apprenons la vie. Toujours en quête de nouvelles leçons, de nouvelles découvertes sur le monde et sur nous-mêmes. Ainsi, chaque pas en avant vers l'inconnu est un pas plus riche, plus nuancé de notre propre histoire. Parfois, c'est dans le silence d'un paysage inexploré que nous entendons plus clairement notre voix intérieure, nous guidant vers une meilleure compréhension de qui nous sommes réellement. C'est là que nous nous trouvons. Ce proverbe, mieux vaut marcher sans savoir où aller que rester assis sans rien faire, nous appelle à l'action. Il nous encourage à ne pas simplement contempler l'horizon, avec envie, en regardant l'autre, en regardant autrui, mais à marcher vers lui, à faire de l'inconnu notre terrain de jeu, notre espace d'apprentissage. Il nous rappelle que chaque voyage, peu importe son incertitude, porte en lui le potentiel d'enrichissement et de découverte. Dans cette odyssée qu'est la vie, nous sommes guidés par une simple mais puissante philosophie. S'il y a une chance, je la prends. Et s'il y a une leçon, je l'apprends. C'est une approche qui valorise en fait l'expérience au-dessus de tout, qui reconnaît que l'échec, c'est simplement l'opportunité de grandir, de s'étirer au-delà même de nos limites. Chaque chance saisie est un pas vers la réalisation de nos rêves les plus fous. Et chaque leçon apprise, même celle acquise dans la douleur ou le regret, est un trésor qui enrichit notre sagesse et nous prépare pour des défis à venir. Chaque individu que nous croisons porte en lui l'écho de ses propres voyages, de ses batailles livrées contre les tempêtes de l'existence. Il y a ceux que les courants ont défiés, ceux qui ont nagé jusqu'à épuisement, et d'autres encore qui, face à la peur et au doute, ont puisé au plus profond de leurs réserves, insoupçonnées de force pour continuer, cherchant inlassablement un passage au travers ces eaux déchaînées. Embrasser pleinement cette philosophie signifie reconnaître que la vraie aventure dans la vie n'est pas parvenir à une destination spécifique, mais de s'engager pleinement dans le voyage lui-même. L'action, même sans direction précise, est préférable à l'inaction. La quête qu'un but, même flou, est un cri de vie, un refus de laisser le temps et les opportunités nous échapper, sans saisir la chance de sculpter notre destin. Ainsi, alors que nous faisons face à l'immensité de l'inconnu, armés de notre volonté de progresser et de découvrir, d'explorer, rappelons-nous que chaque pas en avant est un engagement envers nous-mêmes. Chaque horizon lointain, chaque paysage n'est pas seulement une partie du monde qui nous attend, mais une réflexion vaste pour nous, pour vous, notre potentiel. Aujourd'hui et tous les jours, faisons le choix d'avancer courageusement et fièrement vers l'inconnu, en saisissant chaque chance et en apprenant chaque défi. C'est grâce à cet esprit d'aventure que nous découvrons notre véritable voie dans la vie. Donc à présent, levez-vous et marchez, car c'est dans votre audace que vous tracez les sentiers de votre avenir. Mesdames, messieurs, chers jurys, vous voyez, finalement, je suis revenu. Peut-être qu'avant le suicide, j'ai encore quelque chose à dire. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas sur la corde du pendu que je vais invoquer, mais la corde sensible. Quand j'ai vu cette citation derrière moi, qu'on m'a proposée, j'ai tout de suite commencé à penser. Car la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est qu'un borgne pleure forcément 2 fois moins que les autres. Mais je ne pense pas. Est-ce que du même principe, un ambidextre applaudit 2 fois plus vite ?
Mais pour revenir à notre borgne, avons-nous arrêté de pleurer quand nous avons fermé nos yeux? Est-ce que, au contraire, ce n'est pas en fermant nos yeux qu'on verrait mieux? Vous voyez, je ne vois plus mon texte, je ne vois plus le jury, je ne vois plus l'assemblée. Mais c'est seulement maintenant, quand je commence à réfléchir, que je constate que je comprends mieux, je ressens mieux. À travers cette expérience ridicule, je l'avoue, je comprends que sans voir le monde autour de moi, je fais plus attention à ma conscience. Mesdames, messieurs, laissez-moi vous poser une question. Quand avez-vous pleuré la dernière fois? Je vous le demande, vraiment. Car j'ai le sentiment profond que tous ici, on essaye d'enterrer ce souvenir au fond de nous. Mais que ce soit la personne à gauche ou à votre droite, eux aussi, ils ont pleuré. Dans cette salle, certains ont peut-être pleuré hier, d'autres la semaine dernière. Et pour certains encore, ça fait des mois, voire des années, qu'ils attendent la présence d'une petite goutte sur leurs joues. Leurs paupières sont actuellement dans une sorte de sécheresse émotionnelle. La pluie ne tombe pas de leurs yeux. Et je dois vous l'avouer, je fais partie d'entre eux. J'ai beau avoir souvent la tête dans les nuages, ça fait longtemps que j'ai arrêté de pleuvoir. Pourtant, malgré ça, j'ai encore en souvenir les sensations. Vous les ressentez quand je dis ça. Vous sentez votre gorge se nouer, la parole se noyer, vos poches sous les yeux, à deux doigts d'exploser. Vous entendez le tambour incessant au fond de votre tête et vos sanglots qui s'envolent comme un sifflement. Vous sentez leur goût salé quand elles tombent entre vos lèvres. Je pense que c'est humain de ne pas vouloir entendre le cri de nos cœurs. Je pense que nous avons du mal à comprendre que tout le monde pleure. Que la souffrance est partout. Tout le temps. Mais vous le savez, cette souffrance est principalement invisible. Et il me semble juste de rapprocher ce proverbe bantou à une citation de Freud. Il nous dit que les émotions que l'on n'exprime pas ne meurent pas. Elles sont enterrées vivantes et reviennent nous hanter plus tard sous une autre apparence. Alors je repense à ce que j'ai dit plus tôt et à ce que Lou a dit plus tôt. Mes larmes ne coulent plus, même si mon âme est parfois bleue. Car la dernière fois que j'ai pleuré, c'était pour la mort. Et la fois d'avant, c'était pour l'amour. Mais au fond, c'est la même chose. On perd un être cher. L'un pour la vie, l'autre pour la nuit. Quand je vous dis ça, je vois vos regards. Je me sens comme l'étranger de Camus, d'un sobre autour de Camée avec mes émotions dans le coma. Alors si le borgne pleure quand même, j'ai l'impression, moi, d'être aveugle. Non pas physiquement, mais émotionnellement. Je vis peut-être avec des œillères. Peut-être même que je détourne naturellement le regard quand une pensée noire m'approche. En plus d'être aveugle, je suis sourd. Car je n'écoute ni les cris du cœur, ni l'écho des mots. Tiens, et en plus de ça, je suis muet. Je m'efforce à ne jamais crier à l'aide, à toujours dire pardon, comme si l'empathie était pour moi un démon. Je n'aspire qu'à paraître petit, invisible, comme tout le monde. Mais on voit bien tous ici le problème. Puisque nous avons conclu tous ensemble que tout le monde pleurait. En voulant être comme tout le monde, je me suis retrouvé à être tout seul. Et maintenant, du haut de mes 19 ans, est-il trop tard? Est-il trop tard pour ouvrir ma poitrine en laissant le flot de larmes enfouies depuis des années s'échapper? Car oui, Freud l'a dit, les émotions, je ne les perds pas, je les accumule. Et c'est bien normal. Car, mesdames, messieurs, les pleurs, c'est larmes du cœur. Alors, dans ce flot torrentiel de larmes salées, on retrouvera mes chagrins d'amour, ma peur de la mort, mes doutes, mes frayeurs, mon sentiment d'imposteur, mes rêves brisés, mes secrets inavoués, ma vertu, mon temps perdu, mes colères, mes joies intenses, mes envies, mes dépressions, mes obsessions, ma peur de l'abandon, mes fantasmes, mon besoin de reconnaissance, mon stress, mes regrets, mes névroses, ma culpabilité et tous les masques que je me suis forgés. Et oui, ça en fait des choses. Moi-même, à vrai dire, en l'écrivant, je savais pas que mon cœur était assez musclé pour porter tout cela. Alors un jour, je pleurerai, car c'est notre fin à tous, notre destin, notre patrimoine génétique. Et c'est assez marrant, d'ailleurs,
de se dire que l'on commence en pleurant et que nous finissons en pleurant. Quelqu'un de très proche de moi m'encourage à pleurer. Ça fait du bien, apparemment. On me dit que quand les larmes coulent, ce n'est pas seulement de l'eau, c'est tout un océan de problèmes qui part. J'avoue ne pas être forcément d'accord. Après, ma dernière fois remonte à longtemps, c'est vrai. Personnellement, je trouve que ça ne change pas les idées. Ça fait juste un peu moins mal. Comme si tristesse et douleur étaient en fait la même variable. Alors aux bornes qui me regardent d'un œil averti, je souhaite leur dire que ce n'est pas le nombre de paupières ouvertes qui définit ce qu'il y a derrière. Et à vous tous, mesdames, messieurs, chers jurys, je souhaite apporter le plus de lumière que je peux autour de ce sujet. Que l'on ne sait jamais si les tripes de quelqu'un sont serrées, si ses pensées sont sinistres, si sa vie un calvaire. Alors pour ceux qui ne le peuvent plus, fermons un peu plus les yeux et ouvrons un peu plus nos cœurs, car personne ne sait vraiment ce qu'il se cache derrière les pleurs. Merci. Bon, nous y sommes. Le grand discours, le dernier, le fameux. Sachez que pour la rédaction de ce discours, je me suis sentie quelque peu poète. Vous le savez d'ores et déjà, vous allez y passer, donc je me lance. Les Anglais disent « last but not least », les Français « le meilleur pour la fin ». Ce pourrait être une réalité, mais c'est à vous d'en juger. Ce soir, je vais vous parler d'un adage tel que ce dernier, « un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures ». Tout d'abord, commençons par de la prose. Ce proverbe, empreint de poésie et de métaphore, nous invite à une profonde réflexion sur le concept de culture et ses implications. Permettez-moi de décomposer cette maxime en deux axes majeurs. D'une part, la culture comme un ensemble de connaissances. D'autre part, la culture comme manifestation des aspects intellectuels et artistiques d'une civilisation. Tout d'abord, regardons la culture comme un corpus de connaissances. L'homme sans culture, c'est celui qui n'a pas accès au trésor de la pensée humaine, qui n'a pas exploré les vastes étendues de la littérature, de la philosophie et de la science. Imaginez donc un zèbre sans rayures, dépouillé de son identité distinctive, errant dans la monotonie et l'indifférence. Je vous mets un peu l'image, un petit cheval blanc, finalement. De la même manière, un individu sans culture se perd dans les méandres de l'ignorance, privé de repères qui nourrissent l'esprit et guident le pas vers la lumière du savoir. Mais la culture va bien au-delà des simples connaissances, du simple fait d'être cultivé. Elle est le miroir dans lequel une société se contemple, reflétant ses aspirations, ses valeurs, ses créations. Lorsque nous considérons la culture dans un sens plus large, nous réalisons que l'homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures dans un tout autre aspect. Il est dépourvu de la richesse intellectuelle, artistique, voire même spirituelle, qui donne à la vie sa couleur, sa substance. Pensez à toutes les merveilles que la culture englobe. Les arts visuels, la musique, la danse, la poésie, l'architecture, l'éloquence. Chaque élément de cette toile complexe tisse les fils de l'identité collective, formant un tableau vivant qui raconte l'histoire d'un peuple et incarne son essence même. Ainsi, mes chers amis, ce proverbe nous met en garde contre les périls de l'ignorance et de l'inculture, tout en célébrant la richesse infinie de la connaissance et l'expression humaine. Il nous rappelle que notre voyage sur Terre est un voyage de découverte et d'enrichissement. Un voyage où chaque rencontre avec la culture, sous toutes ses formes, nous rapproche un peu plus de la vérité qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Ainsi que nous soyons zèbres ou hommes,
de vastes plaines, de la savane où les méandres de la pensée ne sèchent. Rappelons-nous toujours la puissance de la culture pour nous guider, nous inspirer, nous élever. Car un homme sans culture est en effet un zèbre sans rayures, incomplet, dépourvu de son essence même, condamné à errer dans l'obscurité de sa propre ignorance. En espérant pouvoir faire un petit peu d'ombre à Victor Hugo, je me lance. Mesdames et messieurs, membres du jury, dans ce concours d'éloquence où règne déjà la magie, permettez-moi de vous narrer une histoire, un proverbe africain, une maxime notoire. Un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures, une vérité profonde qui jamais ne s'usure. Imaginez un zèbre dans la savane éternelle. Ses lignes distinguent, sa beauté serait rebelle. La culture, une toile qui tisse nos vies, rend nos existences plus riches et plus jolies. Quel est le trésor caché au fond de notre être, qui éclaire nos pas dans l'obscurité peut-être? La culture, telle une rivière aux eaux cristallines, intrigue nos esprits, nos cœurs, nos racines divines. Perdus dans l'océan, sans cap, sans étoiles, sans ailes, nous errons tel un navire sans voile. Tel un zèbre dépouillé de sa parure élégante, l'homme sans culture s'égare dans la tourmente. Pourtant, il y a de l'espoir. La lumière au loin, car la culture se cultive comme un jardin, avec chaque livre lu, chaque œuvre d'art admirée. Nous retrouvons dans nos rayures notre identité. Dans ce monde en mutation où se mêlent les cultures, n'oublions pas nos racines, nos valeurs, nos sculptures. Soyons fiers de nos différences, nos couleurs. Retrouvons nos rayures comme autant de rayures sur le pelage du cœur. Un zèbre sans rayures, c'est les Bordelais sans le mot gavé. C'est Zizou sans le foot. C'est Furious sans le face. C'est Aristote sans Platon. La poubelle sans le sac. Et la canne à pêche sans le fil. Alors, mesdames et messieurs, je conclus cette pensée que la culture nous unit, quelle que soit notre voie tracée. Un homme sans culture, c'est un zèbre sans rayures, mais avec elle, il devient un tout autre être, avec une autre allure. Merci à tous. Je vais en profiter pour remercier des personnes qui ont aidé à l'élaboration de ce concours. Tout d'abord, les jurys des présélections. Je pense à Monsieur Oursiangou, directeur de Sub de Pub et d'HEIP, Manon Alexandre, la référente des élèves, ou bien encore Madame Chanac, qui est professeure également ici. Et je remercie également tous les membres de l'association qui nous ont aidés tout au long du processus. Il est temps d'annoncer les résultats des 2 premières épreuves. Donc, les résultats définitifs, il y a 2 personnes qui ont été éliminées de cette finale. Ces 2 personnes sont Esther Austin et Cassandre Vial. Ensuite, nous appelons ceci des résultats provisoires. Pour ceux qui connaissent, c'est à peu près comme la poursuite au biathlon. Les personnes vont partir avec des sortes de désavantages par rapport au premier. La personne qui est arrivée 3e est Johanna Rahari Malala. Avec un score de 150 points. Antoine Morelli est arrivé 2e. Avec un score de 155 points. Et Lou Corsi est arrivé 1er. Donc, ces résultats sont obtenus grâce à des grilles de notation qui ont été réalisées par Terence. Ces grilles prennent en compte tant la forme que le fond. C'est ainsi que nous arrivons quand même à des résultats qui sont très serrés sur une grille de 200 points.
Donc maintenant, nous passons à la dernière épreuve, l'épreuve de semi-improvisation. Nous avons donc laissé 10 minutes à nos candidats pour préparer un sujet, le procès 2. Chaque candidat a pu piocher un sujet et nous allons maintenant leur laisser la parole pour nous convaincre. Commençons par Lou. Votre honneur, mesdames et messieurs les jurés, certes, son casier judiciaire plaide en sa faveur, certes, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas si graves, mais la nourriture englobe beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses. La moralité, la sensibilité, la nourriture, c'est vêtu d'une parure alors qu'elle peut nous tuer, comme elle nous permet de tuer. Les pauvres petits poulets, n'ayant rien demandé. À la nourriture, je peux lier la faim. La faim peut nous pousser très loin. Ces mêmes pauvres poulets pourraient manger des nuggets. Les friandises, la gourmandise, qui d'ailleurs est un vilain défaut, mais son apparition sur ma dentition est aussi une malédiction. La faim nous fait rôter, péter. La faim peut donc mener à la faim, car comme vous savez, on peut mourir de faim. Enfin, je finis par vous avouer que, après aujourd'hui, je vais manger au restaurant et ça se déroulera par une entrée, un plat puis un dessert. Alors, merci de m'avoir écouté. Bien, mesdames, messieurs, chers jurys, pour ce dernier passage, cette dernière épreuve, ce dernier moment, je pensais que j'avais pris l'habitude, que machinalement, mon cerveau allait dicter à ma main les vers, les rimes, les figures de style, mais je me suis trompé, car c'est mon cœur qui va parler. Vous avouerez qu'il en faut du courage pour s'attaquer à un piédestal comme celui-ci. Mais en plus de m'attaquer aux livres, je m'attaque aux lecteurs, à leur passion et leur air supérieur. Je veux m'attaquer à ces gens qui se plongent dans l'irréel pour oublier leurs problèmes. Que c'est lâche. Ils ne regardent plus le livre de la nature. Bon, je le conçois, vu ce que la nature nous livre, il est tentant de regarder ailleurs. Mais moi, je vous le dis, je ne tourne pas la page si facilement. N'en déplaise aux érudits, je ne lis pas, car je préfère voir le monde comme il est, vraiment. Et puis on vous voit, vous les collectionneurs de bouquins, pour vous un livre n'est pas fait pour être lu, il est fait pour être là. Alors, à quoi bon ce gâchis de papier? Êtes-vous satisfait de voir les 200 pages reliées par du cuir attendre des années dans votre armoire, jusqu'à ce qu'une de vos amies, un peu lettrée, un peu feng shui, se dise qu'elle vous l'emprunterait bien? Je crois que vous ne comprenez pas. Un livre est une prison. Vous croyez qu'il vous libère, mais il vous enferme. Même les bouquins des bien-pensants n'apportent aucune réponse, aucun débat. Je préfère voir le monde, et pour cela, j'accuse le livre de séquestration aggravée. Oui, je le pense, vraiment, et vous devriez aussi. Tout ce que je peux vous conseiller est assez simple. Lisez moins, mais pensez plus. Merci. Aujourd'hui, je m'adresse à la cour. Je vous relate les faits. Comme d'habitude, l'accusé est le 20. On l'a revu la semaine dernière, on le reverra la semaine prochaine. Les faits aujourd'hui sont au nombre de 4. Le premier, car sous couvert de son élégance, le vin fait des ravages. On a vu cet après-midi un accident de voiture. La cause, le Pinocchio. On a vu hier, malheureusement, des violences domestiques. La cause, un château Margaux. On pourrait penser que son élégance ferait que ceux qui la consomment ne sont pas dans
la violence, dans tout ce qui est domestique, dans tout ça. Mais vous vous fourvoyez. La troisième, vous allez vous moquer. Vous voyez les cubis? Vous voyez Didier au pot de départ de Nathalie? Dégradation de biens communs. Et le dernier, triste, une bouteille tombée dans un espace public, la mairie attaquée. Aujourd'hui, je veux que vous ayez en tête cet accusé, cette personne qui, comme je l'ai dit, sous couvert d'élégance, se permet violence, se permet d'engendrer tellement de mauvaises choses. Aujourd'hui, c'est fini. Fini l'impunité. Fini la banalité. Fini, tout est fini pour le vin. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, rendez justice. Protégez nos enfants. Protégez la patrie. Il est venu le temps d'annoncer les résultats, des résultats qui ont été serrés, Très serré. très serrés, et qui promettent de belles surprises. Donc on va annoncer les résultats par rapport au classement provisoire. Donc on va commencer par la personne qui était 3e au classement provisoire et remonter ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait annoncé tous les résultats et donc que le classement soit définitif. Johanna avait 150 points au classement provisoire. Combien le jury lui en a rapporté? Le jury a accordé à Johanna Raharimalala 81 points. Ce qui lui donne donc un total de 231 points sur l'ensemble des 3 équipes. Deuxième au classement provisoire, Antoine Morelli avait 155 points. Pour prendre la première place, il doit obtenir 76 points. Voyons voir combien le jury lui en a accordé. Antoine Morelli a reçu la note de 80 points. Donc avant l'annonce du score de Lou, Antoine est en tête. Lou avait une avance conséquente lors des 2 premières épreuves, puisqu'il avait 163 points. Pour prendre la première place, il ne lui faut que 72 points. Voyons voir quelle est la note que lui a accordée le jury. Le jury a accordé la note de 59 à Lou. Le classement définitif de la finale 2023-2024 du concours d'éloquence André Malraux, Lou Corsi arrive 3e. Johanna Raharimalala arrive seconde et Antoine Morelli premier. Merci déjà à tout le monde d'être venu, c'est gentil. Moi je suis timide de voir.
Et puis merci au jury, à tous. Ça me fait très plaisir. Voilà, c'est beaucoup de stress et de travail qui sont finis. Et donc, voilà, je suis content. Un grand bravo à tous les participants, on est serré jusqu'à la fin. Et c'était une très belle bataille en tout cas. Et puis pour finir, un grand merci à Rhetorica et à toute l'association, surtout à Paco et Terence, pour organiser ce concours d'une main de maître. Et donc félicitations à eux, même s'ils ne nous écoutent pas.